Correction de l'exercice sur l'écoulement adiabatique et réversible d'un fluide dans une tuyère de Laval. La tuyère est constituée donc d'un conduit de section d'abord décroissante, et puis on arrive au col où la section est extrémale, et ensuite la section augmente à nouveau. Donc la section est notée A de x, la vitesse d'écoulement du fluide en un point d'abscisse x est notée V de x, et ses propriétés thermodynamiques, puisqu'on s'intéresse ici à un gaz parfait, sont repérées par P de x pour la pression à l'abscisse x, T de x pour la température à l'abscisse x, et mu de x pour la masse volumique à l'abscisse x. Alors on commence par écrire le premier principe pour un écoulement permanent. En l'absence de travail utile reçu par le fluide et de transfert thermique, la grandeur h de x plus 1 demi de v carré de x, c'est-à-dire la somme de l'enthalpie massique et de l'énergie cinétique massique, est conservée. Donc en abscisse x, on retrouve la même valeur que en 0, où on note h0 et v0, la vitesse d'écoulement. Comme pour le gaz parfait, l'enthalpie H dépend que de la température, on arrive à cette relation-là, V carré de X égale V0 carré moins la différence H de X moins H0, alors multiplié par un facteur 2, qui correspondait au facteur 1,5 que j'avais devant la vitesse. Pour la capacité thermique massique du gaz parfait, je vais écrire gamma R sur M gamma moins 1, et je vais faire apparaître donc la différence de température ici, T de x moins T0. Je peux utiliser la loi des gaz parfaits puisque pour un gaz parfait, on a la pression P qui est égale à R sur M mu fois T. Ce qui veut dire que en fait, R sur M fois T va être égal à P sur mu, et R sur M fois T, on le voit apparaître ici dans l'expression de l'enthalpie. Et on va avoir la forme suivante. On arrive à V carré de x égale V0 au carré moins 2 gamma sur gamma moins 1, facteur de P sur mu à l'abscisse x moins P0 sur mu0. L'évolution du gaz est isentropique, alors comme c'est un gaz parfait, on peut écrire que le produit P fois mu à la puissance moins gamma est égal à une constante, donc P0 mu0 à la puissance moins gamma, et on en déduit que mu est égal à mu0 facteur de P sur P0 à la puissance 1 sur gamma. Et on arrive à V carré de x égale V0 carré moins 2 gamma sur gamma moins 1. On va pouvoir mettre P0 sur mu0 en facteur de P sur P0 à la puissance 1 moins 1 sur gamma moins 1. Donc cette relation va nous servir dans la suite pour relier en fait la différentielle de V à la différentielle de la pression. Donc on va le faire tout de suite. On va différencier cette relation-là. Alors cette relation se différencie en 2V dV égale moins 2 gamma sur gamma moins 1 P0 sur mu0. Alors là, on commence par dériver en fait par rapport à x, ce qui est entre crochets. Donc on va trouver 1 moins 1 sur gamma, facteur de P sur P0, à la puissance 1 moins 1 sur gamma moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur gamma. Et ensuite, on va vous récupérer un facteur 1 sur P0 et facteur de dP.
Alors il y a des simplifications puisque 1 moins 1 sur gamma, c'est gamma moins 1 sur gamma, et donc ça se simplifie avec ce terme-là. Et on a aussi la simplification du P0 qui est ici, avec le P0 qui est là. Et on obtient, après simplification par le facteur 2 aussi en fait, on obtient V dV égale 1 sur mu 0 P sur P0 à la puissance moins 1 sur gamma fois dP. Et si on se rappelle ce qu'on avait obtenu pour l'expression de la masse volumique en fonction de la pression, ce terme-là, 1 sur mu 0 P sur P0 à la puissance moins 1 sur gamma, c'est l'inverse de mu. On obtient ici en fait 1 sur mu. Et finalement, VdV est égal à dP sur mu. Cette relation-là, sous forme différentielle, va nous aider donc dans la suite de l'exercice. On poursuit. Alors il y avait un moyen plus facile d'obtenir VdV égale dP sur mu. Il faut partir de l'identité thermodynamique pour l'enthalpie H. Pour l'enthalpie H, on peut écrire donc dH égale T ds plus V dP. On réécrit la même identité thermodynamique avec les grandeurs massiques. Donc on va avoir la différentielle de l'enthalpie massique égale T fois la différentielle de l'entropie massique. Là on va récupérer le volume massique que je vais écrire comme l'inverse de la masse volumique fois dP. Or comme l'évolution considérée est adiabatique et réversible, isentropique, je vais pouvoir écrire que ds égale à 0 et j'obtiens directement que dH égale dP sur mu. Et le premier principe s'écrivait tout à l'heure H plus 1 demi de V carré égale une constante. Et quand on différencie, on obtient dH plus V dV égale à 0, soit le résultat qu'on a obtenu précédemment, dP sur mu plus V dV égale à 0. C'est finalement la méthode la plus efficace pour arriver à cette relation différentielle, en tout cas plus efficace que l'écriture du premier principe pour un écoulement permanent en le combinant avec la loi de Laplace. Allez, on poursuit, on écrit maintenant la conservation du débit de masse. Le débit de masse est conservé parce que l'écoulement est stationnaire et par définition c'est le produit de la section multiplié par la vitesse et par la masse volumique. On effectue une différentielle logarithmique de cette expression-là. Alors pour prendre la différentielle logarithmique, en réalité, on commence par prendre le logarithme de cette expression, ce qui permet en fait d'avoir la somme de ces trois termes, et on différencie. Donc le débit massique est constant. Quand on différencie, on obtient 0. Log de A se différencie en dA sur A, log de V en dV sur V, et log de mu en dmu sur mu. Alors, on va maintenant aussi utiliser la différentielle de la loi de Laplace. P multiplié par mu à la puissance moins gamma est égal à une constante. En différenciant, j'obtiens dP sur P moins gamma dmu sur mu égale à 0. Autrement dit, le dmu sur mu que j'obtiens ici dans l'expression de la différentielle logarithmique du débit massique, je vais le remplacer par 1 sur gamma dP sur P. En combinant les relations obtenues, on va obtenir la relation de Hugoniot. Et donc on va avoir
0 égale dA sur A plus dV sur V plus 1 sur gamma, donc dP sur P. Mais on va remplacer dP par ce qu'on a obtenu tout à l'heure, c'est-à-dire moins mu V dV avec l'utilisation du premier principe pour un écoulement permanent. Donc là, dP c'est moins mu V dV sur P. Et là, on voit apparaître le produit gamma fois P sur mu, et ceci, on le voit dans l'énoncé de l'exercice, c'est 1 sur C carré, où C est la célérité des ondes acoustiques dans le gaz à l'abscisse X. Et donc, on écrit 0 égale dA sur A, et je vais mettre dV sur V en facteur, donc plus dV sur V, facteur de 1 moins, et je vais obtenir V2 sur C2. V2 sur C2, c'est le nombre de Mach au carré. Et on va maintenant raisonner sur cette équation-là pour voir comment les variations de section de la conduite sont couplées aux variations de vitesse. On va faire un tableau de variation des grandeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire la section et la vitesse. Alors le profil choisi pour la section nous donne dans un premier temps une section dont qui est décroissante jusqu'au col, où là la section est minimale, et ensuite la section augmente à nouveau jusqu'à la sortie de la tuyère. Alors on constate avec l'équation qui est au-dessus que lorsque la section est minimale, dA égale à 0. Si dA égale à 0, nécessairement l'autre terme que j'entoure ici est égal à 0, et là de deux choses l'une, soit V égale C, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fluide passe le mur du son, soit dV égale à 0, c'est-à-dire que la vitesse est extrémale à ce moment-là. Donc on constate finalement que le fluide ne peut passer le mur du son que à l'endroit où la tuyère est minimale. À l'entrée de la section, de la conduite, le fluide est en écoulement subsonique, donc le nombre de Mach V sur C est plus petit que 1. On en déduit dans ce cas-là que la parenthèse 1 moins V2 sur C2 est positive, et donc les variations dA de section et dV de vitesse ont des signes opposés. On peut donc en déduire que la vitesse augmente jusqu'au col. Si au col, le fluide ne passe pas le mur du son, c'est-à-dire que le nombre de Mach V sur C est plus petit que 1. Le fluide n'a pas assez accéléré pour finalement atteindre la vitesse des ondes sonores dans les conditions thermodynamiques qui règnent au col de la tuyère. Alors, à ce moment-là, donc, on en déduit que puisque dA égale à 0, dV va être égal à 0, vu que V est différent de C, la parenthèse ici ne s'annule pas. La vitesse est extrémale. Comme le nombre de Mach va rester inférieur à 1 ensuite, le fluide ne peut pas passer le mur du son, on déduit que au-delà du col, la vitesse va encore avoir une variation dV qui est de signe opposé à dA, et le fluide va ralentir jusqu'à la sortie. Et on a ici une vitesse extrémale, maximum même, au niveau du col. Donc dans ce cas-là, la tuyère n'est pas tellement efficace parce qu'on a réussi à accélérer le fluide à l'entrée jusqu'au col, et ensuite il décélère, alors que si on veut profiter d'un effet de poussée maximum, il faudrait être capable d'accélérer le fluide, donc du début jusqu'à la fin. On va voir que c'est possible en réalité si le fluide passe le mur du son au niveau du col. Alors on envisage cette fois-ci donc un écoulement qui démarre de façon subsonique, et au col, le fluide atteint la vitesse des ondes sonores. Donc dans la première partie, rien n'est changé par rapport à tout à l'heure. Comme la V sur C est plus petit que 1, la relation de Hugoniot, qui est écrite en bleu ici au-dessus, montre que la section A et la vitesse V ont des variations de signes opposés. Donc la vitesse augmente alors que la section diminue. Au niveau du col, 1 moins V2 sur C2 s'annule. La vitesse, elle, va continuer à varier de façon continue, et on peut imaginer qu'après le col, l'écoulement est
supersonique, cette fois-ci, se fait à une vitesse supérieure à la vitesse locale chaque fois des ondes acoustiques. Du coup, la parenthèse 1 moins V2 sur C2 ici est négative, ce qui fait que la section A et la vitesse V ont des variations de même signe. Et on en déduit que, alors, le fluide voit sa vitesse encore augmenter jusqu'à la sortie. Et dans cette situation-là, on est parvenu à accélérer le fluide depuis l'entrée de la tuyère jusqu'à la sortie.